Alors, Ouais, bonjour à tous. Merci aux présents de s'être libérés en cette période intense dans les vignes. En ce moment, il y a pas mal de travaux à faire. Bienvenue à ce webinaire sur les viroses de Champagne qui est proposé par les chambres d'agriculture du vignoble champenois. Je me présente Valentin Vens, je suis animateur du réseau du GEDB de l'Aisne et coordinateur technique CAVC. Je serai accompagné de Sébastien Carré, qui est animateur du GDV de l'Aube et conseiller viticole bio à la Chambre de l'Aube, et Maxence Potvin, qui est conseiller viticole à la Chambre de l'Aisne, qui est là pour relever vos questions. Pour ce qui est des questions, vous pourrez les poser via le chat sur l'onglet Conversation. Maxence les relèvera au fur et à mesure et puis on y répondra soit entre deux présentations, soit à la fin du webinaire. On va voir, on va voir au fur et à mesure. Ce webinaire est enregistré et sera valorisé, respectant la fameuse règle, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour l'enregistrement. Nous allons donc aborder les viroses de Champagne en commençant donc par une présentation des trois viroses. Alors, est-ce que ça fonctionne si je passe? Est-ce que vous ouais, voyez c'est bon. bien? Ok, C'est bon. nickel. Donc, on va commencer sur les trois viroses qu'on retrouve en Champagne, hein. Ensuite, nous aborderons les moyens de lutte et puis la cohabitation avec ces maladies. Et enfin, on touchera quelques mots sur le PNDV, le Plan national de dépérissement du vignoble. Je vais laisser la parole à Sébastien qui va commencer ce webinaire sur les viroses de Champagne. Je t'en prie. Du coup, c'est toi qui dois faire passer et Ouais. t'as enlevé le diapo. J'ai enlevé le diapo. Ah merde. Attends. Désolé. J'ai fait une petite. Voilà, c'est bon. C'est bon? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, les viroses en Champagne sont en plein développement depuis déjà de nombreuses années, hein. Alors, on parle de virose, il faut bien identifier, faut bien différencier virus et virose. Donc, la virose est la maladie qui est causée par un ou plusieurs virus, sachant que ces virus, une fois installés dans un plant de vigne, finissent par y vivre jusqu'à la mort et donc le dépérissement de ce plan. Il n'y a pas de moyen de lutte à l'heure actuelle pour détruire le virose d'une vigne en place, euh, contrairement à la destruction des virus en pépinière avant d'être propagés dans le cadre des plants greffés soudés. Donc, la maladie de l'environnement, de l'enroulement est une maladie qui est présente depuis déjà bien longtemps en Champagne. On la trouve à travers le monde, hein. Elle est due principalement à 7 variants de 7 virus causant la maladie. Il y en aurait plus de suspectés, mais il y en a 7 principaux à travers le monde, dont 3 en Champagne, et principalement le variant 1 et 3, hein, qui sont les plus répandus. Tu peux passer. La caractéristique de cette maladie est déjà très très visuelle, hein. On arrive à l'identifier très facilement à partir du mois de juillet, mais surtout du mois d'août, et notamment à l'approche des vendanges, pour le pinot noir en particulier. Alors le pinot noir est un cépage marqueur de l'enroulement, hein. Même en pépinière, il est utilisé pour pouvoir identifier la présence ou non du virus et donc de la maladie. Euh, le cépage va susciter une coloration très nette de son feuillage, coloration rouge, rouge vif, sur des teintes, sur des intensités assez faibles en début de saison et beaucoup plus intenses en fin de saison, et également en fonction du stade d'évolution de la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'enroulement, on n'a pas qu'une
feuille qui va représenter les symptômes, c'est l'ensemble du plan qui présentera tout un ensemble de caractéristiques de symptômes. Au niveau du feuillage, donc, les feuilles vont être rouges violacées pour le pinot noir, principalement, avec les nervures qui vont rester vertes. Les feuilles vont s'enrouler, vont se révoluter dans la face inférieure, vont devenir même cassantes lorsqu'on va essayer de la prendre en main. Elle va craquer sous la main, ce qui n'est pas habituel. Et ensuite, au niveau alors ça, c'est pour le pinot noir. Ensuite, pour le chardonnay, tu peux passer. Le chardonnay, là, c'est un peu plus complexe à identifier, hein. Les symptômes sont beaucoup moins évidents. Déjà, le cépage est un peu plus délicat, hein, enfin, un peu moins sensible, et un peu moins sensible à la maladie et donc à l'expression. Donc, pour pouvoir identifier l'enroulement sur le chardonnay, les premiers symptômes sont toujours un petit peu plus délicats. Le diaporama est parti là. Voilà. Les symptômes sont toujours un petit peu délicats. On peut avoir une simple décoloration avec des feuilles qui commencent seulement à s'enrouler, voire des feuilles qui sont très très expressives, avec toutes les confusions possibles, hein, qu'on peut faire vis-à-vis notamment de la flavescence dorée, hein. Il y a des aspects, hein, qui peuvent très facilement évoquer. Et là, par contre, c'est plus en approche des vendanges qu'on arrive à mieux identifier la maladie sur les cépages blancs, dont le chardonnay. Mais le chardonnay reste un cépage sensible, moins que le pinot noir, mais sensible toujours à l'expression de cette maladie. Ici, hein, vous avez une représentation de deux plants très touchés par l'enroulement, hein, donc à droite sur chardonnay et à gauche sur plan rouge pinot noir. Le feuillage, c'est une chose. Après, s'il n'y avait que le feuillage, le problème, c'est que la récolte va être plus ou moins impactée, hein, en fonction de l'évolution de la maladie et de l'âge de l'arrivée des symptômes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour l'élaboration des vins colorés en particulier, ça peut être une catastrophe, hein, puisqu'on a une synthèse des polyphénols et notamment des anthocyanes qui est déficiente. On a un blocage de la maturité phénologique et notamment une maturité qui reste bloquée à 9-10 degrés. Donc, bon, pour l'élaboration du champagne, ça peut paraître pas trop contraignant. Pour l'élaboration de rouge, ça l'est beaucoup plus. Mais on sait que finalement, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, ça va aller sur une perte de récolte, un affaiblissement du plant et donc un dépérissement de celui-ci, hein, qui va mettre plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années dans certaines situations. Donc, c'est une maladie de dépérissement causée par un parasite vecteur, c'est la cochenille. Alors, c'est pas une cochenille, vous en avez plusieurs sortes, hein. Ici, vous avez 4 cochenilles représentées, sachant que ces cochenilles ne sont pas aptes à transmettre tous les virus de l'enroulement, hein. Certaines vont transmettre seulement 1, 2, 3 virus. Et une caractéristique, c'est que vous n'avez pas que les virus de l'enroulement qui sont transmis, mais d'autres virus comme le GVA en particulier, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Ces cochenilles, petite info, hein, c'est toujours difficile pour les traiter de façon efficace parce qu'à un moment donné, elles se protègent par de la fumagine, par une coque et rendent presque impossible l'efficacité totale d'un traitement. Et c'est sur des stades très précoces qu'il faut intervenir, mais avec des efficacités toutes relatives.
Pour pouvoir repérer facilement les cochenilles dans une vigne, outre le fait d'observer les brins et les sarments, regardez au moment du palissage, de l'ébourgeonnage, si vous avez la présence de chenilles, pardon, de fourmis qui se baladent le long du cep. Les fourmis sont toujours marqueurs de la présence de cochenilles, hein, puisque les deux coexistent ensemble, hein. Les fourmis protègent les cochenilles et les cochenilles, en échange, elles leur donnent leur fumagine, leur miella à se nourrir. Alors, vis-à-vis de la présence des cochenilles et la diffusion du virus, on a une représentation un petit peu nationale. C'est la diapo suivante, où on voit que entre la Champagne et la Bourgogne, en fait, on a un mix entre le variant 3 et le variant 1, hein, de l'enroulement. Très rarement, le variant 2 sera trouvé, hein, puisqu'il est plus dans le sud-ouest, et le variant 2 également dans le Val-de-Loire. Les autres variants ne sont pas présents en France, ou de façon très très exceptionnelle. Donc ensuite, alors ici, vous avez des études, hein, l'enroulement est étudié depuis déjà très très longtemps, hein. Études en Bourgogne, hein, nos voisins bourguignons qui ont, dès les années 90, ont commencé à vraiment se plaindre de ce problème, hein. On comprend bien pourquoi, à cause du pinot noir. Et du coup, ils ont essayé d'étudier cette virose de façon un peu plus fine, et ils ont vu que effectivement, on avait une diffusion qui était de proche en proche, hein, liée aux cochenilles, qui ont un déplacement qui n'est pas toujours très évident. Elles ne vont pas faire plusieurs kilomètres, hein, au cours de leur déplacement. Donc, on a un déplacement assez concentrique, mais très exponentiel. Et en quelques années, on peut avoir une parcelle complètement ravagée par l'enroulement, alors que seulement quelques plants ne pouvaient être visibles qu'initialement. Donc ensuite, donc l'enroulement, c'est une maladie majeure qui est marqueur dans le vignoble à travers la Champagne. Autre maladie majeure qui est très très historique, elle, c'est le cournouet. Alors le cournouet, euh, elle est encore plus historique, hein. Elle a été étudiée encore beaucoup plus tôt, identifiée beaucoup plus tôt comme la maladie du dépérissement, puisque le cournouet, hein, c'était la maladie des vieux vignobles. Alors, vieux vignoble, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est les vignobles historiques. La Bourgogne est ravagée par le Cournouet, et on voit que la Champagne s'est vue grignotée également par le Cournouet, qui est une virose transmise par un vecteur principal qui est le Xiphinema index. Alors, le Xiphinema index est un nématode, petit ver microscopique vivant dans le sol, et très difficile à observer en dehors d'une loupe binoculaire, et avec une diffusion qui peut être très, très rapide en fonction de plusieurs paramètres. Alors, diffusion rapide, notamment si on a enlevé la terre d'une parcelle suite à un arrachage, et remis de la terre contaminée provenant d'un endroit qu'on pensait neutre de Cournouet, hein, parce que ça arrive un petit peu trop fréquemment, ce genre de choses. Et là, on a une infestation qui se fait très facilement, hein, parce que la vigne n'est pas la seule plante qui peut exprimer le cournouet, hein. Vous avez aussi tous les kénopodes, en particulier, qui sont sensibles à ce virus. Donc le GFLV est, est en forte expansion dans les vignobles anciens.
du fait de cette propagation de proche en proche par le système racinaire de la vigne, piqûres les unes et les enfin le nématode va piquer une racine de vigne infectée et de proche en proche va pouvoir piquer une autre la racine des plants à proximité avec là des contaminations très concentriques, hein, on le voit, une petite tache au début et puis une extension en 10 ans qui peut être assez spectaculaire. Euh, cette virose est euh, très expressive dans sa forme très virulente, hein. Cette année, on est une année avec une forte virulence de la virose. On voit de nombreux plants qui expriment des colorations jaune vif. C'est un marqueur de l'enroulement du Cournouet, hein, comme vous avez dans les diapos suivantes. Donc des taches vis-à-vis du vignoble et donc de la panachure sur les plants, panachure jaune vif à jaune beaucoup plus pâle, voire presque blanc, hein, parfois, même limite blanc, hein. Vous avez blanc et vert sur une même feuille. Cette intensité et cette panachure est très variable. Vous avez des feuilles, elles peuvent être jaunes entièrement, pas comme la chlorosphérique, hein, pas du tout ce même type de jaune. Mais parfois, vous avez des symptômes plus diffus, plus légers, hein, comme la feuille de gauche, hein, qui est juste avec des petits points de coloration. Donc ça, c'est caractéristique, que ce soit sur cépage rouge ou cépage blanc, hein. Le Cournouet, il ne fait pas de jaloux, la coloration, elle est la même partout. Sauf que le Cournouet, parfois, il ne décolore pas le feuillage, il donne d'autres types de symptômes qui sont même les plus fréquents. Ce sont des symptômes de dégénérescence, hein, puisque l'autre maladie du Cournouet, c'est la dégénérescence infectieuse. Et on a type double, triple bourre, raccourcissement d'entre-nœuds, une construction de tiges complètement anarchique avec parfois une vrille en dessous d'un raisin, enfin des choses complètement un petit peu farfelues et du nanisme qui finit par se mettre en place. Des déformations foliaires, c'est la diapo suivante, qui peuvent être parfois très spectaculaires, hein, comme vous avez représentation sur les deux feuilles. Pinot et Chardonnay se retrouvent avec des découpes très marquées également, au final, au fur et à mesure, il y a un dépérissement et une perte de récolte avec une floraison, une, euh, il y a des personnes qui doivent attendre dans la salle d'attente, je crois. Une floraison qui est déficiente, de la coulure très forte, du milrandage très très fort, et ensuite, euh, donc perte de récolte, euh, des plants qui finissent par être arrachés parce que l'ahoutement finit par même ne plus pouvoir se faire. Donc, l'enroulement, le Cournouet, deux maladies majeures dans le vignoble pour lesquelles on n'a pas énormément de solutions. Il n'y a plus de traitement autorisé à ce jour. Avant, vous pouviez traiter les sols avec des fumigants qui étaient hyper toxiques pour les sols. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La seule alternative qui reste efficace, c'est au moment de l'arrachage des plants, c'est la dévitalisation, hein, qui sera faite avant l'arrachage, hein. Vous avez une courbe chronologique des actions pouvant être faites, hein. Par exemple, une dévitalisation post-vendange, encore lorsque le feuillage est encore bien vert pour que le système racinaire puisse être détruit. S'assurer que les plants sont bien morts, ensuite arrachés, extirper le maximum de racines. Donc, il ne faut pas hésiter
à défoncer, extirper toutes les racines pour éviter de laisser du matériel infectieux dans la parcelle. Ensuite, laisser pendant une saison un semis de couvert végétal et ensuite broyer ce couvert, préparer le sol et replanter donc 18 à 24 mois. C'est, je dirais, la durée la plus simple à mettre en œuvre pour la gestion du Cournouet, qui n'est pas la gestion la plus pertinente, hein, parce qu'il faudrait presque attendre 8 ans avant de pouvoir replanter une parcelle pour que le Cournouet finisse par quasiment disparaître de la parcelle, ce qui est aujourd'hui quasiment impossible, sauf dans le cas de transfert de parcelles, mais ce qui est une autre histoire. Donc, vis-à-vis de la dévitalisation, elle peut se faire à partir de glyphosate selon des conditions classiques, hein, les doses d'emploi ne sont pas restreintes par rapport à la dévitalisation. C'est une pulvérisation confinée qui doit être employée, hein, pour limiter la quantité de produits malgré tout rejetés et donc post-vendange. Avant l'arrachage, l'idéal, c'est même d'arracher au printemps après le débourrement pour être sûr que les plants soient tous morts. Là, on a une bonne efficacité au moins euh, de, euh, de la dévitalisation. Si vous ne pouvez pas faire de dévitalisation, il faut avoir une action très pointilleuse au niveau du nettoyage de la parcelle dans un premier temps et ensuite peut-être doubler le temps de présence de couverts ajoutés au sol. Vous avez là toute une série de plantes nématicides, nématifuges, hein, tout dépend du type de plante, hein, mais comme le sainfoin qui a des vertus aujourd'hui bien mis en avant par l'actualité, hein, mais d'autres plantes comme l'avoine. Là, vous avez toute une liste de plantes avec des propriétés. L'idéal, c'est de mixer ces semences, hein, pour pouvoir avoir un couvert végétal le plus efficace avec une mixité de pratiques, hein. Là, vous avez différents fournisseurs de semences, hein. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien ou de votre fournisseur de semences. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la semence arrivera à bien se développer, plus les propriétés seront fortes, hein, puisque c'est en particulier par des excrétions au niveau du système racinaire de ces semences, enfin de ces plantes, que l'efficacité sera améliorée. Donc, petite vigilance sur des sols argilo-calcaires où les couverts ont un peu plus de mal à pousser que sur de la craie, par exemple. Donc, le Cournouet, euh, Valentin en parlera un petit peu plus tard, hein, est une maladie à dépérissement. Une troisième est très récemment apparue, hein, ça fait une dizaine d'années que dans le vignoble français et puis européen, que l'actualité parle du virus du Pinot Gris. Donc le virus du Pinot Gris, donc le GPGV, a été identifié en 2012 dans le nord de l'Italie et dès 2015 en France, dans le sud de la France, mais étrangement, suite à des interpellations de vignerons sur des symptômes un peu particuliers, on s'est rendu compte que la Champagne n'était pas indemne de la maladie, hein, puisque 2016, la maladie a été retrouvée et vraiment diagnostiquée en 2017 par l'IFV, le comité Champagne, suite à des prospections à travers le vignoble. Donc, ce virus du Pinot Gris présente des symptômes très particuliers, essentiellement au printemps, du débourrement jusqu'à des stades phénologiques
je dirais post-encadrement de la fleur, hein, on va avoir des feuilles qui vont présenter des déformations et des décolorations systématiques. Donc, vous comprendrez bien que c'est surtout à la base du plan, hein, qu'on verra ces symptômes. Et à un moment donné, avec la pousse active, on va avoir une diffusion de ces symptômes qui vont donner l'impression presque d'une disparition. Alors, parfois, on va rencontrer des feuilles un peu plus petites, des entrenœuds courts, une végétation rabougrie, quelques déformations de feuilles, une asymétrie, un épaississement de nervures. Mais ça va dépendre un petit peu des conditions de terrain et de l'expression de la maladie. Alors pourquoi on l'appelle virus du pinot gris? C'est parce que c'est sur du pinot gris que ça a été identifié la première fois. Vu que le pinot gris, c'est un enfant du pinot noir, il était tout à fait logique que la sensibilité du pinot noir permette l'expression du pinot gris, de la maladie du pinot gris. Cette maladie du pinot gris est on connaît l'un des principaux vecteurs qui serait Columerus vitis, donc le vecteur de l'érinose. Ce vecteur de l'érinose, c'est un petit acarien qui pique les feuilles, donne de l'érinose, hein, comme vous avez beaucoup vu cette année, notamment en début de saison et encore un peu aujourd'hui, et piqueurs-suceurs. D'autres parasites, d'autres vecteurs seraient évoqués, mais on manque encore de preuves aujourd'hui pour pouvoir le confirmer. Le matériel végétal contaminé est une source aussi de contamination. Les symptômes, donc ici, hein, vous avez sur pinot noir, hein, des symptômes très, très évocateurs. Alors, pour pouvoir identifier et ne pas confondre le virus du pinot gris avec d'autres symptômes, il faut bien voir l'ensemble d'un plan. Parce que une feuille peut présenter des symptômes qui peuvent évoquer une maladie, mais si on ne retrouve pas une récurrence de symptômes, on aura du mal à diagnostiquer, ou alors il faudrait passer par une analyse sérologique. Donc là, vous avez, hein, différentes façons différentes expressions du Cournouet en Champagne, hem, qui, à travers la Marne et l'Aube, Pinot Noir, Pinot Meunier, hein, prend des facettes un petit peu particulières. Attention, tu peux cliquer. Attention, ne pas confondre avec les anomalies de pousse. D'accord? En 2015, suite à des vignerons nous avaient interpellés au niveau, de la chambre d'agriculture de l'Aube, le GDV de l'Aube, nous avait interpellés sur, des anomalies de pousse qu'ils rencontraient depuis plusieurs années et notamment, en 2015, ça avait pris des proportions, parfois importantes dans certaines parcelles. Mais dès 2012, voire même 2006 parfois, des problèmes de pousse avaient été signalés. On pensait que c'était physiologique et puis avec l'arrivée de ce virus émergent du GPGV, on a pensé, vu qu'on parlait de rabougrissement, de problèmes de pouce, et cetera, on s'est dit: «Ben, c'est peut-être ça». Donc des analyses, des prospections ont été faites dans des parcelles, comme celle-ci, hein, et là, on a pu constater effectivement un débourrement irrégulier, des retards de croissance, des déformations parfois très importantes de feuilles, un aspect un peu chlorotique des feuilles, mais ça va dépendre un petit peu de l'expression annuelle, un aspect chou-fleur et des, des problèmes type pompon, hein. Certains évoquent des pousses pompons par rapport à cette maladie. Les rameaux, dans tous les cas, sont peu développés, un anisme qui est très très fort et un aspect chlorotique très marquant. Des symptômes qui se voient dès les premiers stades du débourrement et qui finissent par se voir même à la vendange, puisqu'on a une perte de récolte qui est presque totale sur certains plants. S'il n'est pas total, en tout cas, la perte de récolte est extrêmement forte dans la plupart des plants qui expriment la maladie. Tu peux passer à la suivante. Ce qui est évident, c'est que depuis
ces dernières années, on voit une progression qui est très forte. Une évolution parcellaire, c'est ce qui a été retrouvé dès les premières années. On a vu une tache, un ou deux plans. Ensuite, de façon concentrique, les plans environnants commençaient à présenter les symptômes. Et puis, de façon exacerbée, on a vu une explosion, comme les cartes. Là, on a cartographié une parcelle de Bligny, de Pinot Noir, très fortement impactée. Et on voit que sur l'expression de la maladie, et là on est bien sur l'expression de la maladie, hein. On n'a pas analysé de façon sérologique tous les plans, hein. C'était trop lourd à faire et puis trop coûteux. Mais là, le diagnostic visuel de la maladie a pu être fait à l'échelle donc de cette parcelle de Pinot Noir. Et là, on voit que c'est extrêmement visuel, avec des pertes de récolte très importantes et donc un dépérissement, des plants qui finissent par ne vous n'arrivez plus à pouvoir tailler dessus et finissent par être arrachés parce que plus aucune vigueur sur ces plants. Cette maladie est en forte expansion dans certains secteurs. Vous avez des vallées entières qui peuvent être impactées, des parcelles parfois isolées, tout âge, toute maladie, tout cépage, tout porte-greffe et également, on s'aperçoit que, il n'y a pas de pratique, qu'on soit en bio ou en conventionnel, on ne voit aucune différence, des herbages chimiques, des herbages mécaniques, il n'y a pas de différence. Différence de taille non plus. Ce problème, cette anomalie de pousse, on est arrivé à un point aujourd'hui que l'interprofession a pris, a pris le relais et avec des analyses très très poussées pour pouvoir essayer d'identifier ce problème. Parce que ce qui est évident, c'est que des printemps plutôt frais et humides sont extrêmement favorables à l'expression des symptômes. On l'a vu cette année, hein, vous avez des symptômes très marqués dans les parcelles. On l'a vu aussi en 2021, on l'a vu en, en 2018. Voilà. Les années, par exemple, si on prend l'année dernière, les symptômes étaient quand même beaucoup moins marqués, beaucoup moins spectaculaires que l'année précédente. Et du coup, c'est ce qui a peut-être fait dire à certains vignerons que bah, la maladie était sans doute causée par un problème physiologique ou un stress hydrique ou un excès d'eau, etc. Suivante. Sauf que depuis 2015, depuis 2016 et 17, hein, on a fait des analyses et on a vu que on avait un couple de virus qui était systématiquement retrouvé, hem et notamment avec le virus de l'enroulement de type 1 et le GVA. Alors, le GVA, c'est la virose de la cannelure et elle est impliquée dans le complexe du bois strié. C'est un problème de pépinière qui, normalement, ne donne pas d'expression au niveau du végétal. Ce qui est surprenant, c'est de pouvoir le retrouver dans le vignoble alors que, normalement, les plants devraient être indemnes. Et du coup, on voit que, on a une transmission, qui se fait et une expression qui est, très, très forte. Ensuite, hem, donc on est sur une piste de la virose, et du coup, des investigations ont été lancées en 2022 par le comité Champagne, avec, les chambres d'agriculture et des prospections intra extra Champagne avec, une recherche dans d'autres vignobles, Bourgogne, Alsace et cetera et avec, des questions, comment peut-on lutter contre cette maladie, cette anomalie de pousse? Sachant qu'on trouve de tout dans le vignoble, hein. Ah bah, il suffit, de passer, quand le chablis est impacté, eh ben, on passe en cordon ou en guyot et bah, finalement, on s'aperçoit que ça va mieux.
mais en règle générale, ça reste temporaire. Pendant 1 an, 2 ans, la maladie est moins expressive et puis ensuite ça revient. Donc, les suivis faits à ce niveau ne sont pas très concluants. Lutte contre le stress hydrique, ben, quand il y a des excès d'eau, et du froid, on ne peut pas trop lutter. Est-ce que c'est, parce qu'il y a eu de la sécheresse l'année précédente? On est un petit peu encore, dans le questionnement. Jouer sur la fertilisation, pousser la fertilisation, ça a été tenté, mais avec des résultats pareils, pas toujours concluants. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans le tâtonnement, on est dans la recherche et on n'a pas encore, toutes les réponses, loin de là. Et on n'est pas toujours aidé par les années, puisque l'année dernière était une petite année. Donc, ensuite, je crois que c'est C'est à moi, ouais. à toi. Non, Maxence, tu as déjà des questions ou pas? Alors, attends, est-ce que Maxence nous entend ou est-ce qu'il peut parler de ça? C'est une autre question. Maxence, où est-ce qu'il est? Hop. Vas-y, tu peux parler si tu veux, Maxence. Alors oui, il y a une question sur justement le virus du Pinot Gris, le GPGV. Ubay nous demande, cette anomalie n'est-elle pas plus fréquente en taille Chablis ou Cordon que Guyot? Non, il n'y a pas eu de, on la retrouve à travers la France, hein, et du coup avec, toutes les problématiques, de taille, et autres. Après, le fait de changer de taille, on va jouer sur, le potentiel infectieux, pour l'année suivante parce que, quand on est, sur, beaucoup de vieilles charpentes, on a un cumul, infectieux, qui peut être beaucoup plus fort et du coup, en supprimant et en changeant le système de taille, on peut, c'est la même chose avec les anomalies de pouce, hein, c'est ce qui a été constaté, c'est qu'on a une expression qui est beaucoup plus faible, parce que, le virus, il lui faut quand même du temps pour se multiplier et les conditions de multiplication, clairement, ne sont pas la chaleur ni la sécheresse. C'est le frais et l'humide. Et ça, c'est un peu pour tous les virus, hein, c'est pour ça que cette année, vous avez beaucoup, et il va falloir s'attendre aussi à beaucoup, d'enroulements, hein. C'est encore trop tôt pour voir les symptômes de l'enroulement, hein, c'est à partir du mois d'août et peut-être tout doucement à partir du mois de juillet. Mais, que ce soit le virus du pinot gris, les anomalies de pouce, l'enroulement ou le cournouet, ça va être très expressif cette année. Si vous voyez des symptômes cette année, c'est que vous en aviez déjà les années précédentes sans doute, mais qu'ils étaient peut-être un peu plus discrets ou qui se mettaient en place progressivement. Mais la taille, non. La taille ne va pas forcément, favoriser la maladie. Ça favorisera peut-être, plus l'expression, interannuelle, de la maladie. Si on laisse sur avec du vieux bois, on va voir un dépérissement peut-être un petit peu plus rapide parce que voilà. J'ai cru voir passer une question sur les rachets. Alors si je comprends bien, j'ai pas tout lu, hein, mais je je crois avoir compris la question. C'est pour les anomalies de pouce? Je pense. Attends, c'est où? Où en fait la Une personne ne remarque plutôt qu'une précise question. pas et j'ai l'impression que c'est toujours concernant le GPGV que, Ouais, les rameaux du rachet étaient normaux face aux autres rameaux qui devaient être, infectés, les rameaux de la charpente, je pense. d'accord. Alors je reprécise bien, il ne faut pas confondre le GPGV et les anomalies de pouce. D'accord? Le GPGV, parfois, peut être très, très discret au niveau de ses symptômes, hein. Certains viticulteurs ont retrouvé du GPGV alors il n'y avait aucun symptôme qui pouvait l'évoquer. Vous avez des plants, hein, qui peuvent porter le GPGV sans manifester les symptômes, hein, des porteurs sains comme on peut avoir, dans les végétaux ou, les animaux ou même les humains. Alors par contre, les anomalies de pouce, ce qui est vu, c'est que, les rachets ou, les gourmands, dans tous les cas, ce qui à la base est plus vigoureux, beaucoup plus vigoureux, que, ce qui est, sur des baguettes ou, des prolongements
Et sur le Pinot Gris, après, je n'ai pas, à ma connaissance, il n'y a pas de il n'y a pas d'effet. On est toujours sur le même principe, hein, c'est la concentration par rapport à l'expression donc, de la maladie. Mais en tout cas, le GPGV, vu que c'est une maladie qui est très visible au printemps, on aura toujours l'impression que c'est à la base. Que la maladie est plus expressive. Mais non, c'est parce que ce sont les feuilles les premières feuilles qui vont exprimer le plus les symptômes, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Oui. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Moi, j'avais une ok. question plus personnelle sur le Cournouet. Est-ce que, par exemple, le travail du sol favoriserait favoriser le Cournouet? Est-ce que certains types de sols le favorisent et surtout le favorisent sa dispersion? Alors, tous les mouvements de sol hein, sont favorables à la dispersion, je dirais même plus rapide du cournouet. Pourquoi? Parce que les nématodes ont un pouvoir de déplacement qui est relativement faible. On considère que allez, un déplacement de 2 cm, c'est déjà énorme pour un nématode. Donc, des flux d'eau au niveau d'une parcelle, des flux d'eau superficiels peuvent favoriser le déplacement du cournouet. Les roues du tracteur, hein, quand vous entrez dans une parcelle très molle et que vous faites des ornières dans la parcelle, les roues accrochent de la terre et dans cette terre, vous pouvez avoir des nématodes et donc vous pouvez les propager. Le travail du sol, c'est la même chose. Quand vous travaillez le sol, vous vous déplacez de la terre un peu plus rapidement, hein, puisque c'est le principe du travail du sol, hein. Vous n'êtes pas statique, vous bougez. Du coup, là, le conseil par rapport à une parcelle en coteau avec une tâche, admettons que le cournouet il soit au-dessus de la parcelle. L'idéal, c'est de travailler le sol en montant. Et si le cournouet, parce que si le cournouet est au-dessus de la parcelle et que vous travaillez en descendant, vous n'allez enfin, descendre les nématodes. Et puis inversement, si la parcelle est contaminée en bas par du cournouet, bah, si possible, la faire en descendant pour éviter. Mais si votre voisin du Cournouet, vous allez en retrouver, voisin du dessus, tout simplement par les flux d'eau. Donc oui, le travail du sol peut transmettre le Cournouet. Après, les flux d'eau sont quand même beaucoup plus pertinents dans la transmission du Cournouet parce que ça déplace le Cournouet de façon beaucoup plus rapide. Il y a d'autres questions par rapport Par à la contre, petite partie? remarque, la taille ne transmet pas les virus. Ce sont les vecteurs qui transmettent les virus. J'anticipe les questions. Ok. Du coup, on va finir sur le plan national du dépérissement du vignoble. Est-ce qu'on voit toujours en diapo ou pas du tout? Non. Où j'ai du mal à suivre. Alors, attends. C'est bon là, non? Oui. Nickel. Bon, alors du coup, donc on va finir sur le PNDV. Donc le PNDV, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ni plus ni moins un appel à projet lié, enfin issu d'une action commune à l'échelle nationale qui regroupe aux différents acteurs techniques et de recherche de la profession, comme les interprofessions, comme le comité Champagne par exemple, mais d'autres interprofessions d'autres vignobles français. Il y a également des organismes comme l'IFV, de la recherche fondamentale comme notamment l'INRA. Donc, c'est différents acteurs qui sont regroupés pour justement établir des projets en commun afin d'étudier les dépérissements qu'il peut y avoir en France. Donc, ce plan national de dépérissement du vignoble, il est structuré selon trois axes. Donc, le premier qui est le matériel végétal. Donc, qui est le but premier de cet axe-là sur le matériel végétal, c'est de sécuriser l'approvisionnement en plants de vigne.
avec notamment la création de la marque Vitipeps, hein. Donc l'idée en fait c'est vraiment de concentrer donc une partie de la recherche sur justement les avancées sur le matériel végétal et notamment l'innovation variétale qui pourrait être une réponse à la problématique qu'on a justement aujourd'hui, hein, qui est le changement climatique, la réduction des produits phyto notamment, et la raréfaction aussi justement qu'on vit depuis plusieurs années au niveau des plants de vigne qui ont de plus en plus de mal, les pépinières, à produire des plants de vigne d'année en année à cause justement de toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant. Donc le deuxième axe, c'est la recherche. Donc en ce moment, on est sur la deuxième phase du PNDV qui est en cours jusqu'en 2025. Et donc voilà, donc justement, cet appel à projet, donc l'idée c'est de maintenir la productivité du vignoble, de gérer le risque sanitaire, d'anticiper les émergences et de poursuivre l'amélioration du matériel végétal. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'est concentré donc aujourd'hui le PNDV. Et le dernier axe, c'est transfert et la régionalisation, pardon, avec la nomination de 15 référents régionaux, donc qui sont justement chargés de l'animation de ce PNDV au niveau régional et au niveau des bassins viticoles. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un transfert entre la recherche fondamentale et le pratico-pratique que peut retrouver au jour le jour un viticulteur. Voilà, donc pour continuer là-dessus, j'ai sélectionné quelques projets en cours ou finis qui ont été étudiés notamment en Champagne par l'intermédiaire du comité Champagne, justement. Donc il y a quelques projets de recherche qui est comme Lutte en Vie, qui est un objectif de lutte commune contre l'enrôlement viral. Couperet, qui est l'idée, c'est de mieux comprendre et de connaître plus finement le Cournouet, parce que vous avez pu le voir au travers de la présentation juste avant, en fait, donc on sait déjà beaucoup de choses sur ces viroses-là, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Et donc l'idée de sous ces projets-là aussi, c'est de justement comprendre un peu mieux comment se diffusent ces virus et puis aussi comment lutter. Donc il y a le projet Jacinthe, qui justement l'idée, c'est de développer des moyens de lutte contre le Cournouet. Le projet Vaxivine, donc lutter contre le Cournouet par vaccination à l'aide d'un variant hypoagressif, et le GPGV qui est comprendre une virose émergente. Donc on va décliner ces différents projets. Et puis donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après la présentation. Donc Lutte en Vie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un projet qui a débuté en février 2021 pour une période de 3 ans et demi. Donc, qui est structuré selon 4 actions. La première qui est constituée d'animer et de valoriser des réseaux liés aux coteaux candidats. Donc au niveau des coteaux candidats, donc on avait la Champagne, l'Alsace, et puis il y a 2 coteaux en Bourgogne. Donc justement, donc c'est un projet qui a été initié par le CVC. Suite justement à l'expression assez virulente de l'enrôlement viral qui peut être assez violent d'année en année. L'action 2 qui est l'état des lieux épidémiologiques et agronomiques des coteaux candidats. L'action 3 qui vise à établir une stratégie de gestion collective de l'enrôlement à l'échelle justement de ces coteaux candidats. Et la dernière action qui est de transcription et de transfert. Donc voilà, donc ce projet-là, donc tous ces projets, vous pourrez les retrouver sur la page du PNDV. Vous aurez des petites vidéos explicatives et puis des fiches pédagogiques pour les projets bouclés qui vous éclaireront un peu plus sur quelles sont les actions précises qui ont été faites et qu'est-ce qui en découle pour justement les viticulteurs. Donc le deuxième projet qui est Couperet, donc c'est un projet qui a été bouclé en 2020, qui justement est surtout sur le Cournouet, et puis, la connaissance et puis la gestion du Cournouet. Donc l'action 8 est de créer un réseau représentatif de parcelles contaminées par le Cournouet. Donc il y a 60 parcelles suivies par région, et au niveau de ces régions, donc il y a la Champagne, le Bordelais et puis le Côte-du-Rhône. La deuxième action était d'estimer la présence de Cournouet par observation visuelle des symptômes, avec notamment une détection par ELISA, qui est un test sérologique.
Donc l'action 3 qui était de mesurer la nuisibilité du cornouer dans un sous-échantillon de parcelles du réseau, avec peser des récoltes dans les parcelles faiblement ou fortement atteintes. Donc 2 cépages par région étaient choisis pour ces mesures-là. Et l'action 4, qui est un test d'outils innovants utilisant des nanobodies, comme qui utilisent la nanotechnologie en fait, et qui permettent d'identifier les virus directement sur les parcelles. Donc ça, c'est des tests qui sont en développement. Ça permettrait justement d'avoir des tests portatifs, plus simples d'utilisation que les tests ELISA, qui sont eux faits en laboratoire, et surtout avoir un test un petit peu moins coûteux que l'ELISA, puisque aujourd'hui, le gros problème, c'est pas forcément de faire le test, de faire les prélèvements, mais c'est surtout le coût que ça engendre pour la profession de faire des tests ELISA. Voilà. Donc le troisième projet, qui est le projet Jacinthe, qui justement se concentre un peu plus sur la lutte contre le cornouer et la gestion du cornouer dans les parcelles déjà existantes. Donc c'est un projet qui est en cours et qui se finit en juin 2023. Notre première action était d'améliorer les outils pour retarder les contaminations par le cornouer dans une parcelle après replantation. Donc là, c'est d'adapter la durée de repos du sol grâce à l'exploitation des données qui est issue d'une base de données de 250 parcelles. Et donc l'idée, c'est de poursuivre le réseau national avec plantes nématicides et évaluer les granulés de Saint-Foin. Et l'action 2, donc, qui étude la symptomatologie du cornouer en lien avec sa nuisibilité et recherche de moyens permettant de l'atténuer, notamment par la fertilisation azotée, par le système de taille, par le choix d'un porte-greffe plus ou moins vigoureux adapté à son sol. Voilà, il y a tout un ensemble de clés qui peuvent être mises en place pour atténuer le cornouer en place dans une parcelle. Dans tous les cas, pour l'instant, la plantation qui a découlé de Sébastien, une grande partie est faite grâce au PNDV, justement. Le dernier projet lié au cornouer, qui est Vaxivine, c'est un projet qui est terminé en 2020. La version 2 est en cours. Donc là, en fait, l'idée, c'est de lutter contre le cornouer par ni plus ni moins vaccination, enfin, comme on pourrait dire, vaccination d'un plan avec un variant donc hypoagressif, donc qui est justement moins agressif pour la vigne. Donc l'action 1, c'était d'analyser sérologiquement et moléculairement justement ces fameux variants hypoagressifs. L'action 2 était donc un suivi agronomique des vignes. Ensuite, l'idée, c'était d'identifier les pieds de vigne qui montraient des phénotypes contrastés, puis d'étudier génétiquement les populations virales, ensuite d'étudier le mécanisme de protection, et enfin évaluer en serre le niveau de protection des vignes prémunies. Donc voilà, donc là on est en cours de la deuxième version, et l'idée à la fin, donc, c'est justement de trouver une méthode issue d'un laboratoire de recherche pour justement essayer d'avoir un moyen de lutte de biocontrôle pour lutter contre le cornouer. Donc c'est un projet qui est issu de l'INRA et de l'UMR Santé de la vigne et qualité du vin de Colmar, initié par Olivier Lemaire, dont le comité Champagne est partenaire. Et donc, le dernier projet en lien avec la plantation qui travaille également en Champagne, qui est le projet GPGV, qui est un projet qui était terminé en 2021, qui était l'idée, c'était d'animer un projet et diffuser les résultats, donc liés justement au fameux GPGV. L'action 2 était d'identifier les bassins viticoles français où était présent le virus du Pinot Gris. Puis ensuite, savoir au niveau de la présence de la maladie du Pinot Gris et les symptômes apparentés, comment ils pouvaient s'exprimer dans les différents bassins viticoles. Et enfin, virome et symptômes des maladies du Pinot Gris et les maladies du Pinot Gris qui ressemblent, donc les MPG-LAC, des maladies qui pourraient ressembler au Pinot Gris. Voilà, donc ça, c'était les 4 actions du GPGV. Et voilà, c'est ce PNDV, dans tous les cas, l'idée, c'est d'avoir une réponse au dépérissement du vignoble. Par justement la recherche sur différentes thématiques. Et dans tous les cas, le but premier, c'est d'adapter notre vignoble et faire en sorte qu'il puisse survivre dans le temps.
Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est encore là quelques minutes pour pouvoir répondre aux dernières questions s'il y a des gens qui ont encore des interrogations sur les viroses en Champagne. Je voulais quand même apporter encore d'autres compléments, hein. C'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, hein, qui se vantent d'avoir des solutions, hein, de gestion par rapport à à des viroses, soit des solutions curatives, préventives et autres. Donc, il y a du travail qui est fait. Par contre, ne partez pas tête bêche sur la généralisation d'une solution en pensant qu'elle est efficace. Certaines solutions sont testées dans d'autres vignobles avec des efficacités plus ou moins fortes, faibles ou relatives. Et du coup, ce qu'il faut surtout, c'est mettre en place des comparaisons et permettre de, de visualiser l'efficacité de ces solutions. Ces comparaisons, rapprochez-vous de vos partenaires techniques pour pouvoir faire un suivi dedans et pouvoir vraiment évaluer l'intérêt ou non de tel ou tel produit pratique par rapport à la gestion d'une virose. J'ai l'impression qu'il y a des questions. Ça a été clair, Sébastien. Peut-être que certains veulent peut-être s'exprimer ou Ouais. ils sont pas très nombreux, donc Ouais, alors attends, il faut que j'autorise le micro pour tout le monde. Voilà. Comment qu'on fait? Toc, 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 on sait pas. comme ça, si c'est plus facile pour certains de s'exprimer oralement, n'hésitez Ouais. pas. Le micro est autorisé pour, attendez, pour à peu près tout le monde. Je finis. Donc, vous avez juste à recliquer sur votre microphone pour justement pouvoir parler via la présentation. Si vous avez des questions à l'oral, vous pouvez poser plutôt que les poser par chat. N'hésitez pas, il y a juste à cliquer sur l'onglet microphone. Et vous pouvez parler si vous le désirez. Pas l'air d'avoir de questions. Très bien. En tout cas, merci aux présents d'avoir assisté à ce webinaire. Je tiens à rappeler, merci à ceux qui se sont libérés, hein, avec cette période d'assez chargée en ce moment. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions de vous rapprocher, soit de Sébastien, soit de moi. Ou d'un autre conseiller de la Chambre d'agriculture du Champenois qui fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, n'hésitez pas, donc si vous avez besoin de conseils ou autre, nous sommes là pour pouvoir répondre. Voilà. Oui, et puis en complément, une formation est en construction, hein, pour vous proposer sur une journée, sous le format une demi-journée théorique et une demi-journée pratique, hein, pour la reconnaissance des viroses. Cette formation ne pourra être proposée qu'en période estivale, hein, puisque vous l'avez bien compris, la plupart des virus sont très expressifs en période estivale, hein, notamment pour l'enroulement. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Vignoble Champenois dans la partie formation, hein, pour vous inscrire si ça vous intéresse, sachant que normalement cette formation est déclinée dans dans les 3 grands vignobles, l'Aisne, la Marne et l'Aube, hein, au niveau
au niveau géographique. Probablement donc courant juillet, donc suivez l'information et n'hésitez pas à vous inscrire, hein, pour pouvoir, identifier. Cette identification est surtout très importante parce qu'il y a beaucoup de confusion possible, hein. C'était trop compliqué, aujourd'hui, hein, pour pouvoir, en parler, mais beaucoup de viroses, enfin les 2 la plupart des viroses peuvent être, confondues avec d'autres maladies, carences, problèmes physiologiques, même, on peut avoir des phytotoxicités, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein, pour pouvoir avoir un ensemble beaucoup plus complet, dans la reconnaissance des viroses. Voilà. Alors ouais, puis en complément, donc depuis 2018, un programme pathogène avait été lancé par l'IFV, au niveau, sur des fonds européens, hein, ce programme pathogène est sur, la formation et l'information, sur la reconnaissance et la connaissance, de ces maladies, donc voilà, n'hésitez pas. Merci pour cet éclairage, Sébastien. Et du coup, bonne fin de journée à vous. Bon courage pour la suite de la campagne, et puis pour les travaux en verre à finir en ce moment. Et puis, on se reverra peut-être aussi également à la journée agroéquipement, enfin, aux journées agroéquipement présents N, Marne et Aube, le 5, 6 et 7 juillet. Voilà, qui sera axé sur la pulvérisation en étroit et en vine semi-large. Voilà. Dans tous les cas, bonne fin de journée à vous, et puis peut-être à très bientôt pour certains. Merci et bonne soirée.